Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Annie Dupéret. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Oui. On est ravis de vous recevoir pour cette nouvelle série sur France 2, La Faute à Rousseau. Ça commence demain soir. Et puis ce sera chaque mercredi à 21h. On va en reparler avec vous de ce rôle. On va y revenir. Vous avez un fils un petit peu fantasque, un prof de philo un peu curieux. Gilles, la question du jour. La question du jour, on l'a liée à Annie Dupéret sur une famille formidable. Est-ce qu'une famille formidable vous manque-t-elle ou vous êtes passé à autre chose? On vient de lancer la question, je vous donnerai le résultat plus tard. Vous pouvez aller voter sur le site Twitter du compte Sud Radio, puis nous dire si une famille formidable vous manque, vous pas vraiment. Oh, c'est pas ça. Elle me manque évidemment. Elle me manque quand. Vous savez, en ce moment, j'ai une petite fille de 9 ans, 9-10 ans bientôt, qui est tombée dedans, qui est tombée carrément amoureuse de la série. Donc, inutile de dire que j'ai vu tous les épisodes cet été, certains 4 fois. Ah ouais, et ce week-end, comme elle était chez moi, je me suis retapé deux elle est complètement saisons. Accro. Ah oui. Et je dois vous dire que là, j'ai eu un moment de ce week-end notamment, privé de travail, privé de visite d'amis, etc. Mais un moment de nostalgie de ce bonheur qu'on avait ensemble, de cette complicité, c'était formidable. Mais il y a un excellent coffret. Voilà. Et c'est marrant que votre petite fille soit tombée dedans comme ça, non ? Oui. Elle a voulu en regarder quelques-uns et vraiment, elle est. Mais je comprends parce que je vais dire une chose affreuse. Moi, en regardant tout ça, je me dis mais qu'est-ce que c'était bien. Oui. Mais qu'est-ce que c'était bien! Et les sujets sont toujours d'actualité. On a attaqué des choses graves très vite, tout de suite. L'homosexualité, la drogue, la mort du père, les secrets de famille. Enfin, le cancer, vous avez vu le cancer. Oui. Qui est l'épisode. À l'époque, il n'y avait pas autant de chaînes. Qui a fait plus de 11 millions de téléspectateurs. Alors que TF1 avait très très peur qu'on traite du cancer dans une comédie comme ça. Et c'est tout à fait extraordinaire ce qu'on avait réussi à faire. Et puis c'était très réel, on voyait vomir, rien n'était caché. Oui, rien n'était caché, sauf le mot métastase qu'on n'avait pas le droit de prononcer. Ah oui. Et ça vous fait réagir ou pas réagir quand justement les chaînes sont aussi interventionnistes. Je comprends que oui, mais on a réussi. Joël Santoni s'est battu comme un fou, et la preuve, il avait raison puisque c'est quand même l'épisode qui a le mieux marché. Mais je comprends moi qu'une chaîne ait peur dans une comédie tout à coup c'était encore très nouveau quand même de traiter des sujets comme ça. Quand même, voilà. Donc voilà. Gilles, alors donc la question du jour, et donc la question du jour, elle est en ligne. cours. Voulez-vous voir revenir une famille formidable? Et je pense que la réponse va être oui. Gilles, alors le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, dans C'est à vous Valérie, Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5 est revenue sur l'interview d'Audrey Poulevard sur France Inter où elle parlait de son père pédophile. Je suis là en tant que moi-même et en tant que fille d'un pédocriminel, donc fille d'un monstre. Et quand vous êtes la fille d'un monstre, forcément, à un moment, vous vous demandez si vous n'êtes pas un peu un monstre vous-même. Ma cousine, Barbara, à l'époque, m'a même dit un jour, elle avait, dans ma mémoire, elle avait 7 ans. On s'était disputé et elle m'a dit, mais ton père, il met sa main dans ma culotte. Et ça m'avait tétanisé. J'avais 6 ans. Bien sûr. Et après, ces souvenirs-là, ils ont été cadenassés dans mon cerveau pendant des années, pendant 25 ans. Témoignage très fort. C'est terrible, ce qui se passe là. C'est bien cette libération de la parole. Moi, mais ça a l'air extraordinairement fréquent. Moi, j'aimerais qu'il y ait vraiment une étude psychologique. On ne s'est jamais attardé, on n'a jamais, je pense, sauf si j'ai pas lu, traité ce sujet vraiment. C'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est si fréquent. Quelle est la chose, je mets des gros guillemets, parce que je vais choquer, naturelle qu'il y aurait là-dessous, qui fait que ce soit si fréquent que ça? Qu'est-ce qui fait que cette chose-là est une tendance, que peut-être certaines personnes mettent un verrou dessus et d'autres pas?
Donc il y a quelque chose qui doit être quand même très très profond pour que ce soit si fréquent. On va rester dans le même sujet, puisque hier il y a eu une tribune de l'avocat de Richard Berry qui parlait évidemment de la prescription. Et dans cette tribune du Monde, signée par plusieurs avocats, disait que il n'y avait aucun intérêt à porter plainte puisqu'il y avait prescription. L'avocate de Richard Berry a réagi dans cet avou. La personne condamnée, visée par une plainte, ne sera jamais lavée de tout soupçon, il en restera toujours quelque chose. Oui, et qu'en est-il alors de la victime ? Qui n'aura jamais de condamnation, mais qui vit en son fort intérieur avec la connaissance de ce qu'elle a subi quand elle était enfant, et surtout quand il s'agit de personnalités publiques, de se dire qu'un très grand acteur qui a une image de papa poule, d'homme protecteur, a en fait pu peut-être se rendre l'auteur des faits aussi qu'on a pu évoquer. Est-ce que la folie, elle n'est pas là ? Plaidoirie, le spectacle continue. Oui, j'avais vu ça, mais ça c'était l'avocate de Colline Berry, excusez-moi. Et l'avocate de Richard Berry avait dit je me demande ce qui a pu se passer pour aboutir à un tel divorce, si j'ose dire, entre un père et sa fille. Donc le mot divorce, pour parler d'inceste, n'est pas très très heureux. Voilà. C'est maladroit, disons, pour une avocate quand même. C'est pas terrible. Oui. Vous aviez déjà tourné avec Richard Berry ? Une fois, mais on s'était très peu croisés dans le Grand Pardon. Oui, voilà, absolument. Oui. Mais on se connaît pas, voilà. Bon, alors du coup, après des passages comme ça, je me suis dit, il faut un peu rigoler. Alors je vous ai mis du Roselyne Bachelot. Parce que là, ça va être très drôle avec Roselyne Bachelot. À la foire à la saucisse à Strasbourg. Donc on est quelques-uns à vouloir la recycler. Bon, mais bon. Bah là, elle se pose des questions sur le passeport vaccinal pour les spectacles. Et Roselyne Bachelot, alors elle se demande, finalement, est-ce qu'il faut autoriser les festivals debout, les festivals assis, ou les festivals debout ou assis? Elle se pose la question. Oui, passeport vaccinal. Oui. Moi, je suggérerais quelque chose, c'est un ghetto. Pour les non-vaccinés, ou alors une étoile sur le vêtement, mais pas rose ni jaune parce qu'elle a déjà été utilisée. Je sais pas, rouge, bleu, quelque chose. Vous êtes très remonté contre. Non, on arrête. Je vais encore me faire engueuler. Non, mais c'est vrai que vous avez dit qu'on vivait dans une dictature sanitaire. C'est évident. Alors, Gilles, on va écouter Roselyne Bachelot. Grand moment. Oui. J'ai une réunion avec les festivals classiques, les festivals assis, et c'est donc mercredi et jeudi avec les festivals debout. Moi, je suis très optimiste pour les festivals assis, où finalement ça va. Je suis optimiste pour les spectacles assis. Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je mène des expérimentations. Oui, effectivement. Oh, c'est pas possible, j'ai pas. Merci pour ce moment de franche rigolade du matin, malgré les circonstances. Vous ne saviez pas qu'il y avait des spectacles debout, des spectacles assis. Bah, oui, elle a deux réunions différentes, vous entendez. Elle a une réunion avec les festivals debout et une réunion avec les festivals assis. Coucou le revoilou, c'est le couple de l'année. Oh, ils se quittent plus ces deux-là. Laurence Ferrari et le docteur Didier Raoul sur CNews. Hier, il a donné son sentiment sur la vague actuelle. Pour lui, pas de variant, mais un nouveau virus. Si vous me croyez, ce que j'espère, parce que pendant longtemps les gens ne le croyaient pas, ce que nous vivons maintenant n'est pas un rebond. C'est une histoire idiote, cette histoire de rebond. C'est une autre épidémie. Donc tous les nouveaux cas que nous avons actuellement sont dus à des virus qui sont différents des virus qu'on avait en mars-avril. Donc c'est pas des rechutes, c'est d'autres. C'est que l'immunité procurée par la première épidémie chez un certain nombre de personnes n'est pas suffisante pour protéger contre des virus qui sont proches mais un peu différents. Ah, le professeur Raoult. Mais vous hésitez sur le vaccin, comme vous en parlez, Valérie. Oui, c'est une méthode très... Mais je livre une question comme ça, parce que je suis, Dieu sait, pas scientifique du tout, mais on peut s'interroger quand même. C'est quand même une période où il faut garder une certaine lucidité. Voilà. Et quand même, cette technique de vaccination qui tient de la thérapie génique, quand même, d'un dérivé de la thérapie génique, est quand même très curieux. Vous fabriquez vous-même votre petit bout de protéines de virus, voilà. Et quand on entend quand même une généticienne assez célèbre, dont je ne me rappelle plus le nom, expliquer que pendant que vous êtes en train de fabriquer ce petit bout, là, si vous attrapez un autre virus, même pas très méchant, les deux peuvent se combiner pour faire quelque chose d'incontrôlable.
je pose la question, moi, est-ce que vous n'êtes pas quand même étonné que l'apparition de ces variants coïncide avec le début de la vaccination? Non, je sais pas. Alors, elle est très contestée, cette généticienne, et elle est très, très marginale. Ce sont des sommités, quand même, quelque part, dans leur domaine. Oui. Non, mais moi, je pose simplement cette question. J'aimerais bien que des scientifiques qui ont l'esprit peut-être pas trop comme ça, à tout prix, se posent la question. Pourquoi l'apparition de ces variants en même temps, concomitant avec le début des vaccinations? Parce que souvent, les vaccins souvent les virus essayent de se défendre et de trouver des portes. Des portes pour rentrer. Mais vaccins ou pas vaccins, ils ont évolué. Le Brésil n'est pas vraiment vacciné. Oui, mais enfin, il y a des variants. Non, vous doutez, vous ferez pas vacciner? Je sais pas. J'attends de voir, parce que ce qu'on appelle vaccination n'est pas un vrai vaccin. J'aimerais mieux un vaccin plus classique, voyez-vous. Moins expérimental. Mais il n'est pas expérimental. On a expliqué qu'on va pas refaire le débat, mais que ces vaccins à l'ARN sont en fait l'ARN. On travaille dessus depuis des années et des années. Donc il n'est pas arrivé de nulle part. Mais bon, on va pas. Non, allez. On va pas faire le débat là-dessus. On finit le zapping sur une autre note. Alors je sais pas, Annie, si vous avez préparé votre plus belle robe pour le 12 mars. Vous savez ce que c'est le 12 mars? Oui. C'est la soirée des Césars. Oui. Et hier, Juliette Binoche était face à son miroir et se plaignait de ne pas être nommée. Une vidéo, on va dire, malaisante. Miroir, mon beau miroir, pourquoi ne suis-je pas au César? Y a-t-il une entourloupe au niveau de la haute direction? Bizarre. Oui, j'ai des bizarres. Comme c'est bizarre, César. Juliette Binoche. C'est ça? Oui, elle était avec. Elle avait bu ou quoi? Je sais pas. On se pose des questions sur cette vidéo. La vidéo a effectivement. Non, moi je suis très heureuse. Je vais remettre. Hier, on m'a demandé de remettre le prix du scénario. Et parce qu'il va y avoir un hommage à Jean-Claude Carré. Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi, voilà. Je suis très heureuse parce que c'est tellement important. Tellement important le scénario et les scénaristes. On en parle tellement peu parce que c'est vrai que lui-même Jean-Claude Carrière, par contre, disait une chose formidable et c'est vrai. Il disait on travaille comme un fou pour un truc qui va être foutu dans la poubelle. Parce que les scénarios, c'est destiné à être jeté une fois que ça a été incarné, retravaillé et mis en scène par le metteur en scène. Donc c'est vrai que c'est un boulot absolument indispensable, crucial pour les films et qui est tout à fait qui n'est pas assez d'une humilité extraordinaire parce que voilà. Et Jean-Loup Dabadi, pour un éléphant, ça trompe énormément, évidemment. Voilà. Et ça reste un souvenir, vous en avez marre qu'on vous parle de ça? Non, parce que ça reste un souvenir. Et en tout cas, j'ai ce souvenir en parlant du scénario. Ils étaient venus au théâtre, Yves Robert et Jean-Loup me portaient le scénario. Et je l'avais lu, effectivement, j'avais commencé à le lire. Et je crois qu'au quart du scénario ou au tiers, je m'étais dit, je suis en train de lire un petit chef-d'œuvre. Ouais. C'est sûr. Vous en aviez eu la conscience Complètement. D'abord parce que Dabadi avait écrit pour les acteurs. C'était tous des amis. Donc le langage, il n'y avait pas à changer ni un O ni un A parce que c'était fait pour les acteurs qui connaissaient, dont ils connaissaient la manière de parler, le phrasé et tout ça. Ça se sent d'ailleurs dans le film. Vous êtes la seule survivante, entre guillemets, de cette Marthe Villalonga. Oui, Marthe Villalonga. Et puis, ne l'oublions pas. Le jeune, maintenant, on l'a reçu. Christophe Bourseillet. Il était moins en avant que Marthe Villalonga, que j'adore et qui, à l'époque, quand même, jouait la mère de Guy Bedos en ayant seulement 3 ans de plus que lui. Et Mais on va parler des femmes tout à l'heure avec Joël Goron, justement, sur ces femmes qui sont souvent considérées comme plus vieilles, à qui on propose des rôles ou de très vieilles ou de très jeunes. Mais on va revenir sur l'âge des femmes tout à l'heure à 10h30. On va parler de demain soir, La faute à Rousseau, avec cette nouvelle série. Charlie Dupont qui incarne votre fils Benjamin Rousseau, Samira Lachab, c'est ça, qui est Stéphanie Garnier, et Louis Duneton, Théo Rousseau, votre petit-fils. Mon petit-fils. Alors je dois préciser tout de suite que c'est quand même Charlie
Valérie qui mène la danse et qui a vraiment le rôle principal. Moi, j'ai un rôle que j'adore, mais c'est quand même, je dis pas une participation parce qu'elle a un rôle important quand même dans le truc, mais il est pas énorme mon rôle. Je précise au cas où des grands fans penseraient qu'ils vont me voir tout le temps. Non. On vous voit quand même. Mais alors vous êtes. Mais c'est un rôle que j'aime beaucoup. Parce que votre grand-fils, il est un petit peu immature, on va le dire comme ça. C'est un prof de philo génial, mais tellement nul dans sa propre vie qu'il revient vivre chez sa maman, parce qu'il n'arrive pas à se débrouiller dans sa vie. Ce serait intéressant d'ailleurs s'il y a une suite qu'on essaie de creuser le pourquoi, ayant une mère qui est une femme tellement les pieds sur terre et tellement franco du collier comme ça, pourquoi il est si paumé? Je veux dire, c'est assez amusant. J'aurais dû faire un fils très équilibré, or non. Peut-être l'excès de franc-parler, peut-être finalement négatif. On a eu la chance de voir quelques épisodes avec Valérie. Vous êtes cash dedans. Vous êtes cash, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est peut-être ça. Vous parlez de sexe, vous parlez de tout. Ah oui, elle est complètement cash. Alors et vous l'avez peut-être trop maternée justement, ou trop dirigée. Ou donner un exemple il a une terreur de l'engagement qui fait que effectivement cette femme qui a été d'une liberté comme ça, qui a tout vu, tout vécu, un peu très librement. Peut-être ça a été trop. Peut-être il a pris ça comme un exemple ultime de ce qu'il faut faire. Et voilà, on ne sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que vous acceptez pourquoi est-ce que vous acceptez un rôle plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'on vous en propose beaucoup déjà? Alors, d'abord, oui, quand même quelques-uns, mais celui-là m'a semblé vraiment drôle à faire, formidable. Et j'ai trouvé la série très intéressante. La série très intelligente pour traiter effectivement d'un sujet de philo d'une manière drôle, émouvante, sur chaque élève de la classe. Il y a un épisode sur un élève. Il y a un épisode sur un élève qui traite un thème. Et j'ai trouvé le principe vraiment très intelligent, très bien écrit, puisqu'on parlait de scénaristes là, par Thomas Boulet et Agathe Robillard, qui, pour une fois, parce que c'est pas fréquent, assument la responsabilité de l'écriture de 8 épisodes, tous les deux. Voilà. Et la production leur a fait confiance et ils ont une responsabilité d'auteur et je trouve ça tout à fait formidable. C'est librement adapté d'une série espagnole, catalane, Merli. Qui s'appelait Merli, oui. Vous avez vu ou pas? Non, pas du tout. C'est pas la peine de voir dans ces cas-là. Et je crois que c'est très librement. Ils ont gardé le sujet de base et ils sont partis sur une vraie création. On va citer les réalisateurs, Adeline Darro et Octave Raspail également. Et donc, oui, vous êtes la maman de ce prof de philo. Et c'est vrai que ça tombe plutôt bien comme série, La faute à Rousseau. Double clin d'œil. Oui, bien sûr, il s'appelle Rousseau. Mais je pense que ça devrait intéresser un peu toutes les tranches d'âge. C'est intéressant pour les jeunes, parce qu'on y traite vraiment de problèmes qui les concernent, et c'est fait d'une manière légère, vivante et drôle quand même. Et Charlie est formidable. Les gens verront ce soir un épisode où une des filles essaye d'avoir des likes sur ses affaires. Il y a la liberté en thème philosophique. Il y a la liberté, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a l'identité. C'est très bien fait, je trouve. Très bien. C'est demain soir, en fait. Oui, c'est demain soir. Demain soir, sur France 2. C'est demain soir. Ouais. Et pour vous, l'épisode sur la liberté, si on devait philosopher sur la liberté, vous trouvez qu'on est en prison? Non, mais on est quand même dans une période évidemment de privation de liberté qui se justifie d'une certaine manière, mais je pense qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur ce qui va rester de ça et comment on habitue les gens finalement. Il y avait un sage, un pays qui se tient sage. Il faut rester très vigilant. Très vigilant. Quand même. Mais vous êtes prudente, vous respectez les gestes barrières. Extraordinairement prudente. Je suis complètement prudente. C'est ce que je fais effectivement. Si je préfère pour le moment ne pas faire partie de la tranche d'âge qui va se faire vacciner, je préfère attendre un petit peu, attendre de voir. Je suis extrêmement prudente et extrêmement respectueuse des gestes barrières, des précautions, du lavage des mains, très important, on touche tout le temps. Je veux dire, c'est pour ça que je suis effrayée un petit peu, et triste de voir tous nos théâtres fermés alors qu'on respecte toutes les précautions, qu'il n'y a jamais eu un cluster dans une salle de spectacle. Et je suis allée il y a quelque temps dans un
dans une grande surface que je ne nommerai pas, où plus rien n'est respecté. Rien. Tout le monde touche tout, repose tout, on ne nettoie plus les barres des trucs, enfin, les gens sont à touche-touche dans les queues, enfin, là, on ne respecte rien. Donc, est-ce qu'on veut faire de nous, en nous privant de culture, des abrutis consommateurs, moutons? Surtout qu'on est assis au théâtre. Voilà. Roselyne Bachelot. On bouge pas, on touche. Et dans les musées, on touche quelque chose dans les musées? Non. Non. Vous pensez qu'elle devrait démissionner? On va arrêter de Non, mais s'énerver. vous pensez qu'elle devrait démissionner, Roselyne Bachelot? C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à imposer. Elle a l'air d'avoir la volonté de faire bouger les choses, mais elle n'est pas entendue. Comment dire que c'est son. Il y a un ami qui m'a dit une expression ancienne comme ça. Démissionner, elle, c'est son dernier Marocain. Ouais. Donc vous elle n'a pas envie. être ministre de la Culture? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais vous savez, moi je suis quand même, quelle sympathie que j'ai ou pas pour un gouvernement ou l'autre. Je suis à l'autre bout de la France et on me propose de régir la vie de mes contemporains. Ouais. Enfin, ça c'est heureusement que le goût du pouvoir existe, dites-nous. Ouais. Parce que c'est quand même une carotte utile. Qui aurait envie de régir la vie de ses contemporains, de prendre cette responsabilité? Donc, tout politique confondu, il y a quelque chose d'étrange là-dedans, et il faut des gens qui aient envie de faire ça. Pour faire la transition avec Joëlle Goron, qu'on va recevoir dans un instant, trop jeune pour être vieille, Joëlle, elle a 77 ans et elle dit que voilà, les nouvelles vieilles sont arrivées. Quel rapport vous avez à votre âge? Moi, assez flou en fait, parce que je sais pas, j'ai écrit un jour que j'avais une sorte de songe intérieur qui estompe les repères. Et pour moi, par exemple, qui oublie absolument toutes les dates d'anniversaire, y compris celles de mes enfants souvent, j'ai quand même appelé mon fils un jour pour lui dire: excuse-moi, à quelle date tu es né déjà? Les dates, les fêtes, les trucs comme ça. Pour moi, le temps est une sorte de ruban. Ouais. Donc il n'est pas découpé en tronçons. Donc j'ai même gagné 2 ans un jour, je vais vous dire, parce qu'à force de dire l'âge que je vais avoir, parce que c'est plus pratique, voilà, j'ai gagné 2 ans un jour et j'ai annoncé, je crois que c'était vers mes 55 ans, j'ai dit, oh ben là, je vais prendre 56 ans, et quelqu'un m'a dit, non mais attends, compte après, bah non, tu vas avoir 53 ans. J'ai dit, ah. Et pourquoi? Parce que à force de dire l'âge que j'allais avoir, je me suis avancé de 2 ans. Donc pour moi, ça n'a aucune importance. Mais les rôles se sont pas fait plus rares, plus vous vieillissez? Oui, évidemment. Les rôles importants se sont fait plus rares. Mais on a toujours effectivement besoin d'une mère ou d'une grand-mère quelque part. Et il se trouve quelquefois que cette mère ou cette grand-mère comme là peut être assez marrante à faire, voilà. Ouais. Ben on va en reparler justement avec Joëlle, parce que la joie de vivre et l'énergie sont aussi des éléments. Forme physique, déjà. Ah, vous faites du sport et tout? Sport, aucun. Non, mais j'ai des bars classés. J'ai fait beaucoup de danse. Vous avez fait beaucoup de danse, oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Annie Dupéret. On vous retrouve demain soir sur France 2, La Faute à Rousseau. Ça se passe dans un lycée. Votre fils vous ne vous ennuierez pas. Non, c'est très marrant. C'est très marrant et divertissant en cette période un peu anxiogène. Voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.